personnage très connu, concepteur du logiciel Helix. Jean Vallière va vous présenter Voir l'invisible prise 2. Ça va intéresser beaucoup de nous autres parce que Jean est situé dans une zone que je considère hyper polluée. Vous allez voir les résultats qu'il réussit à atteindre. C'est vraiment le type. Pollution lumineuse, on s'entend. Voir, oui, pollution lumineuse, voir l'invisible. Ce soir, pour voir l'invisible un peu mieux, de fermer les grosses lumières. Parfait. À toi, Jean. OK. Bon. Il y a 2 ans, j'ai présenté une causerie ici. Ça parlait des moyens que j'ai utilisés pour combattre la pollution lumineuse. Cette fois-ci, c'est un peu différent. J'ai envie de faire une présentation de motivation. C'est-à-dire, pour ceux qui ont déjà eu de la misère avec leurs instruments, je pourrais demander la même chose que ce matin. Ceux qui font de l'astronomie et qui ont déjà eu de la misère avec leurs instruments, levez donc la main. Il n'y a rien là. Je vais présenter mon cas, et malgré tout, ce qui compte, ce sont les résultats. Donc, vous allez voir que malgré les difficultés et les inconvénients, il y a moyen d'arriver à quelque chose. Bon, premièrement, en situation, je demeure à peu près à 2 km d'ici, en plein centre-ville de Sainte-Thérèse. Donc, je suis un coin de rue là où il y a 2 boulevards avec des lampadaires doubles. C'est à peu près comme si mon observatoire était dans le stationnement ici à côté. Exactement. Ici, c'est une simulation avec Helix du nombre d'étoiles que je peux voir de chez moi dans les meilleures conditions. On voit un petit peu là, la croix du signe Vega. On a de la misère à voir les 2 étoiles là, du bas, là, avec le peinture de la livre. C'est tout juste si on peut les voir. En plus de ça, ma zone du ciel, c'est à peu près, même pas 25% qui est accessible. Mais encore une fois, il ne faut pas se décourager. De toute façon, le ciel tourne. Donc, si vous attendez, il y aura toujours un objet, quelle que soit la période de l'année. Vous faites quasiment tout le tour du ciel. En hiver, ce n'est pas les mêmes étoiles qu'en été. Et quelle que soit la saison, les conditions, il y aura toujours un objet intéressant à photographier avec une caméra CCD qui va passer dans votre zone. L'important, c'est d'avoir au moins 3 heures consécutives, mettons 1h30 à 2 heures de chaque côté du méridien pour être capable de prendre, exposer assez longtemps dans une soirée le même objet. Bon, j'ai présenté il y a 2 ans cette image là, de solution statistique. Donc, bon, ce sont des solutions que il y en a quelques-unes qui sont trop chères, d'autres. Ouais. Donc, on va rester dans la légalité. Et la solution qui est conservée, c'est celle-ci. Encore une fois, il y a quelques contraintes. Donc, là, il ne faut pas se décourager. Premièrement, ça, c'est un observatoire en arrière de chez moi, là, au coin de 2 rues, là, comme je dis, bien éclairé. Il y a des contraintes municipales, des règlements municipaux. Quand je suis venu pour faire mon observatoire, donc je l'ai appelé pour vérifier. On doit plus qu'un cabanon. Donc, là, je t'avais pris. J'avais déjà un cabanon avec une dimension maximum. Donc, pour régler la situation, j'ai collé l'observatoire sur le cabanon. Donc, ça faisait un cabane observatoire, disons, pour l'observatoire du Mont-Cabanon. Deuxièmement, il y a des accommodements raisonnables avec mon épouse, pour que ça soit pas trop laid. Donc, on s'est réglé ça avec quelques pots de fleurs. Bon, tout le monde est content. C'est un observatoire à toit coulissant, comme vous voyez, disons le toit qui rouvre.
pour avoir le ciel dégagé au complet de la partie qu'on est capable d'avoir. Ici, c'est des images de la construction d'observatoires. On voit que la rallonge au cabanon, il y a une fente, évidemment, il y a une ouverture qui a été faite là, entre l'observatoire et l'intérieur du cabanon. Ça veut dire que quand je suis en train d'observer, je suis entre la souffleuse, la tondeuse, les pneus et le télescope. Ça va bien, l'important c'est que ça fonctionne. Vous remarquez, dans le plancher, j'ai prévu des tuyaux de plomberie pour faire passer des fils, soit l'alimentation électrique, et le câble réseau. On voit justement la photo du bas, ça part du mur et tout dans la maison, là, ça part du mur, ça s'en va dessus du gazon vers l'observatoire. À droite, c'est mon système de rail pour la porte de grange. J'ai comme un rail de porte de grange qui est posé à l'envers. Le rail est situé sur le mur de l'observatoire et les roulettes sont fixées après le toit coulissant. Autrement dit, c'est comme si le rail était à l'envers par rapport à ce qui se vend. Là, ça se vend chez les dépôts, des places comme ça. Et puis en bas, ce que vous voyez, ben, c'est pour protéger la partie du rail de l'extérieur. J'ai trouvé aussi chez les dépôts une capote qu'on peut mettre par-dessus qui glisse en même temps que le toit. Donc la neige et la glace ne peuvent pas rentrer là-dedans. Maintenant, là, c'est une photo du télescope de Denis qu'il avait à ce moment-là, en 2006. Là, dès le moment, mon observatoire a été construit en 2007. Et puis, depuis ce temps-là, tout fonctionne toujours bien. Là, ça roule bien. Il s'agissait de mettre un télescope là-dedans. Évidemment, je n'avais pas beaucoup d'espace. Un observatoire de 6 pieds par 7 pieds. Le but, c'est que je n'observe pas dans l'observatoire, mais dans la maison, je vais en parler. Et je voyais que Denis, ben, quel genre de monture que ça prend pour avoir un télescope. Denis il avait acheté un RCX 400, donc il en était bien heureux à ce moment-là. Ça fonctionnait bien. C'est une monture à fourche. L'idée d'une monture à fourche, c'est que quand ça passe au méridien, on n'a pas besoin de faire une bascule du télescope comme des montures allemandes. Et comme moi, ben, comme vous avez vu tantôt, je n'ai pas beaucoup d'espace, de temps pour observer. Je n'ai pas le temps à perdre, au rendu au méridien, de virer le télescope de bord, de remettre l'enlignement, puis de repartir l'autopilage. Donc, il faut. Puis surtout qu'au méridien, c'est l'endroit où c'est le meilleur endroit, surtout dans un ciel pollué, pour prendre des images. Ça prend aussi évidemment un article récent de Coma. C'est un richet chrétien. En réalité, c'est un richet chrétien modifié. C'est-à-dire qu'un vrai richet chrétien, c'est un miroir hyperbolique avec un miroir secondaire hyperbolique aussi pour éviter le coma. Le RCX 400, c'est pas un vrai richet chrétien, c'est un miroir primaire et sphérique. Et la correction est faite parce qu'il ajoute une lame correctrice, tandis que le richet chrétien original, inventé en 1910 par un monsieur Richer des États-Unis, puis Henri Chrétien de France, à peu près en même temps, il y avait seulement 2 miroirs. Il n'y avait pas de lentille correctrice. Et avec la lentille correctrice, un deuxième miroir, mais ça permet d'améliorer l'image un peu plus qu'un Richer chrétien original. Ça veut dire qu'on a comme 3 surfaces qu'on peut corriger au lieu de 2. Donc, ça permet d'enlever le coma, mais en plus de ça, d'avoir un champ plus plat. Aujourd'hui, ce qui existe pour remplacer ça, ce télescope-là, ça a duré peut-être 3-4 ans. Maintenant, mais ils ont les ACF, ou c'est le Strong, là, bon, apprendre ça pour marcher. Il y a même eu une chicane avec Meade, parce qu'il disait que c'était un richet chrétien, avec d'autres compagnies. Mais je ne comprends pas cette chicane-là, parce que les richets chrétiens, ça a été inventé en 1910. Donc, maintenant, juste un petit problème. Bon, c'est ça le but de ma conférence, montrer les problèmes et dire qu'il n'y a rien là. Ce télescope-là, il y a un paquet de d'ailes après. C'est que le foyer, c'est génial, là. Ceux qui avaient des LX200 faisaient le foyer en déplaçant le miroir primaire. Ce que ça faisait, le miroir croché, l'image se déplace. Là, ils ont décidé de mettre le miroir primaire fixe, solidement attaché, et de faire le foyer en avançant et en culant
la lampe correctrice sur laquelle est collé le miroir secondaire. Donc, on déplace le miroir secondaire, ça déplace le foyer. Avec 3 moteurs, on voit les roulettes en blanc, là, 2 en haut et 1 en bas. Il y a 3 moteurs placés du côté du miroir. Là, ce qu'on voit, c'est l'arrière en arrière du miroir. Il y a des tiges qui s'en vont jusqu'en avant vers la lampe correctrice. Puis quand le moteur tourne, ils tournent tous les 3 à la même vitesse. Ça fait avancer et reculer la lampe correctrice, ça fait le foyer. En même temps, ça peut faire la collimation, parce qu'il y en a 3. S'il y en a un moteur qui ne marche pas à la même vitesse que les autres, ça incline le miroir secondaire, donc ça permet de faire la collimation. Moi, j'ai eu un petit problème, c'est que le télescope que j'ai acheté, c'était un modèle de 2005, c'était dans les premiers qui ont sorti. Et dans ce temps-là, Meade faisait fabriquer ses télescopes au Mexique. Donc, il y a eu des petits problèmes de fabrication. L'idée était bonne, mais il y a eu quelques problèmes. Par exemple, la première fois que je suis venu pour faire le foyer, la lampe correctrice est partie en peur, puis là, il y a un miroir qui n'arrêtait plus. Donc, elle était comme ça, elle était croche. Évidemment, l'image est tout en milieu. Donc, il a fallu réparer ça. J'ai essayé, ça marchait un bout de temps. J'ai dû me rendre compte que le système de roulettes qui prenait, là, c'était le genre de roulette originale des RX200, des espèces de petits trous de plastique dentés, là, c'était pas fiable. Donc, j'ai remplacé ça, les 3, par des encodeurs. En réalité, ces roulettes-là, c'est des encodeurs optiques pour connaître la position des moteurs. Je les ai remplacés par des roulettes US digitales, des encodeurs optiques, que les gens qui ont des Dodson là, utilisent aussi sur leur télescope pour faire du push-to ou du go-to. Maintenant, en ouvrant aussi le moteur de déclinaison, je me suis aperçu que dans ces anciens modèles-là, ils avaient mis des roulettes avec des engrenages en plastique. C'est drôle parce que c'est un télescope qui se vendait quand même le double du prix d'un RX200 dans le temps. Après ça, un peu plus tard, comme pour celui de Denis Bergeron, je pense qu'il avait réparé cette chose-là. C'était mieux. Mais moi, pour réparer ça, ce que j'ai fait, c'est que ça se défait et j'ai remonté avec des roues en métal de très haute précision. Il se vend sur Internet les box gear de la compagnie Peterson Engineering. Si vous avez ce un télescope, là, il y en a ça à la fin. Ça coûte à peu près 100$. Il y a toutes sortes de petites choses dans ce kit-là. Il y a premièrement 2 engrenages de métal, de haute précision. Il y a un ressort plus stiff, là, plus fort, pour mieux pousser la roue, là, la vis en frein sur la roue dentée, là, autrement dit la wand sur la gear. Ça tient plus solide. C'est-à-dire qu'il y a moins de backlash dans ce cas-là, si c'est plus raide. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que le moteur qu'ils utilisent dans ce télescope-là, aussi bien les moteurs pour faire le focus collimation que les moteurs d'ascension droite et déclinaison, ce sont des moteurs bien ordinaires, des moteurs de courant continu, qui contiennent juste 2 fils pour les alimenter. Donc, ces moteurs-là ont la propriété que si vous doublez la tension, la vitesse double à peu près, mettons avec la même charge, là. Et ces moteurs-là, pour connaître la position où ils sont rendus, ils mettent un encodeur optique. Mais au moins a eu l'intelligence pour les RCX 400 de remplacer les roulettes de Q-Chip qu'il y avait sur les RX200 par des encodeurs US digitales. Donc, ça, je n'ai pas eu besoin de le remplacer. C'était déjà là. Et puis remonter, là, ça fonctionnait bien. Puis j'ai monté ça là, au début, en 2009, quand j'ai acheté le télescope. Depuis ce temps-là, tout va bien. Ça marche, il n'y a pas de problème. Ça fait déjà 4 ans, ça marche bien. Oui, je voulais aussi pour retenir ça, des moteurs continus avec un encodeur, on appelle ça des servomoteurs. C'est pas des moteurs pas à pas, on envoie une impulsion qui avance d'un pas, on sait de combien il avance. Tandis que pour savoir de combien ce moteur-là il avance ou à quel endroit il est rendu, c'est un encodeur optique qui est raccordé directement à l'essieu du moteur. Bon, maintenant, j'ai eu d'autres problèmes, là, dont je ne finirai pas parce que là, j'ai déjà quelques minutes de passer.
c'est que j'ai décidé finalement de vider complètement l'électronique du télescope. Vous voyez ça ici, là, c'est tout arraché. Vous avez le mainboard, le circuit en arrière du sud. Bon, les circuits qui faisaient les contrôleurs des moteurs. Ouais. Hein? Non, ce que je dis, c'est juste un exemple. Vous pouvez avoir d'autres genres de problèmes et avec un peu d'imagination, des fois, selon évidemment vos connaissances, vous pouvez essayer de les réparer. Ce que j'ai fait pour montrer, il y a évidemment toutes les contraintes en lien de la pollution lumineuse, mais en plus de ça, il y a des instruments. Donc, évidemment, je me suis mis sur la planche à dessin. Ça prend un petit peu de connaissance en électronique. Ça, c'est le plan, mettons, d'un circuit qui contrôle les moteurs, les servomoteurs. Il y en a 6 dans mon cas. Ça, j'ai fabriqué aussi un circuit imprimé, une petite plaquette de plastique verte là, avec des conduits. Et bon, vous savez, ça fonctionne avec des microcontrôleurs. Je vais en parler un petit peu plus loin. Puis ça, c'est des circuits. Là. Il y en a 6 que j'ai fabriqués moi-même. Il y en a 2 que j'ai achetés tout fait, là, parce que je n'avais besoin juste d'un champ de ces deux-là. Et les nouveaux circuits, je les ai placés à l'intérieur de la monture. Par exemple, sur l'image de gauche, vous voyez un circuit de celui qui contrôle le moteur de déclinaison. Il est placé dans ce qui était originalement prévu pour le télescope pour mettre des batteries DPC. En fait, le télescope était vendu en disant qu'il pouvait fonctionner avec 8 piles C pour faire du 12 volts. Juste un petit problème avec toute l'électronique et les brevets qu'il y a dedans. Tu sortais un soir, au bout d'une demi-heure, et les piles étaient à terre, c'est sûr. Ça prend, les utilisateurs de ce télescope-là disent que ça prend un bloc d'alimentation de 12 volts. Moi, j'utilise un bloc de 10 ampères et ça fonctionne très bien. Ici, vous avez maintenant des circuits détaillés un par un. Ça, c'est mon circuit de contrôle de moteur cerveau. Donc, j'en ai fait moi-même 6 comme ça. Le gros circuit intégré qui est dedans, c'est un microcontrôleur, c'est-à-dire comme un ordinateur dans une puce. Là. Et il y a toute l'intelligence embarquée, on dit, dans ce circuit-là, pour contrôler tout le fonctionnement d'un moteur. C'est-à-dire que ça reçoit les impulsions de l'encodeur optique et ça envoie les bonnes tensions au moteur. Puis ça peut renverser la tension pour renverser le sens de la vitesse, le sens du moteur. Et lui-même, le circuit, il compte, en comptant les impulsions, il sait ce que le moteur est rendu. Donc, évidemment, ça prend un autre logiciel à part là, pour transformer ça en déclinaison ou en ascension droite, selon le nombre d'impulsions, selon le nombre de dates sur l'engrenage. Oui, bien ça sur mon site internet, ngccenil.com, je marque un lien vers le site où j'ai acheté l'électronique pour ces circuits-là. Excepté que c'est des circuits généraux qui sont faits pour d'autres usages que les télescopes. Il a fallu que je fasse des programmes pour les faire marcher. Donc, j'ai 3 de ces circuits-là pour les moteurs en arrière du tube, là, focus collimation. J'ai un pour le moteur d'ascension droite, un pour le moteur de déclinaison, puis un pour le moteur du porte-oculaire. Ici, c'est un autre circuit qui est le circuit de contrôle numérique et analogique. Ça, c'est pas pour contrôler les moteurs, pour contrôler les autres appareils qui sont sur le télescope. C'est-à-dire, c'est pour obtenir la température ambiante, la température de la lampe correctrice. C'est que sur le télescope, j'ai ajouté deux capteurs de température. Il y en a un qui mesure la température dans l'observatoire, dehors. Il y en a un autre qui mesure la température à côté de la lampe correctrice. Et autour de la lampe correctrice, dans ce télescope-là, il y a un élément chauffant. Et l'idée, c'est de conserver la température de la lampe correctrice un petit peu plus élevée que celle de la température extérieure pour ne pas avoir de buée. Moi, je la mets à peu près 3 degrés au-dessus, là, puis j'ai vraiment pas de problème de buée. Bien, il y a aussi l'avantage que quand on est dans le vide, il y a peut-être moins d'humidité que si vous observez
proche d'un lac dans le nord, j'ai moins de problèmes, aussi à cause de ça. Aussi, c'est pour contrôler le chauffage, la lampe correctrice, puis le ventilateur du tube optique, qui, dans la version originale du RTX, c'était en off, mais moi, je l'ai fait à vitesse variable, parce que j'avais vu déjà tout ce qu'il faut pour le faire dans ce circuit-là. Le dernier circuit, c'est celui qui sert à communiquer avec l'ordinateur portable qui est à côté de ce circuit-là. Si vous remarquez sur le circuit, là, vers le bas, vous avez une prise USB. Et puis, en haut, oui, puis vers le haut, c'est une prise RS485, en tout cas, c'est une norme électronique qui fait des rapports avec des fils torsadés entre les 6 circuits de contrôle de moteur, le circuit d'entrée-sortie, puis ce circuit-là. Il faut que ces circuits-là se connectent ensemble. Là. On envoie, autrement dit, dans l'ordinateur portable, on envoie des commandes. Ces commandes-là, ils passent par le USB, ils sortent en haut par les fils qui s'en vont vers les circuits de moteur. Ces commandes-là sont reçues par des microprocesseurs qui sont sur chacun des circuits. Et à partir de là, ben, ils font bouger les moteurs avec la bonne vitesse. C'est assez intelligent, ça, pour que chacun de ces circuits-là, ça contrôle même. Quand le moteur part, là, il part pas sec, il y a une accélération, ça contrôle une rampe d'accélération, une vitesse de pointe maximum. Puis il sait que quand il approche, là, il va décélérer tranquillement. Donc, ton télescope ne va pas ça quand il va arriver au bout. Là, il va s'en tenir doucement. Finalement, ben, j'ai fait une nouvelle manette avec aussi son circuit. Vous avez ici les fonctions de la manette. C'est que le petit problème, c'est que la manette AutoStar de Lille, évidemment, elle ne marche plus avec les affaires. Ça fait qu'elle est dans un garde-robe chez nous. J'ai déjà même commencé à donner ou à vendre pas cher certains des circuits que je vous ai montrés tantôt. Donc, ici, ce que vous avez sur ma manette, c'est très simple. L'idée, c'est que aussi, j'aime pas. J'ai utilisé un peu les manettes, j'ai aussi un Célestron, j'ai ça. Quand il fait froid, avec des gants, commencer à jouer dans un sous-menu des manettes de télescope. Donc là, il y a une manette extrêmement simple. Bien simple. Il y a 4 boutons rouges, c'est pour faire bouger dans différentes directions. OK? Ça peut être pour faire bouger le télescope ou faire la collimation. Bon, les 2 boutons verts à droite, c'est pour faire le focus. Il y a un bouton noir en haut qui choisit la fonction des boutons rouges. C'est-à-dire que si on veut que les boutons rouges fassent déplacer le télescope, on les met dans une position. Si on veut faire la collimation, on les met dans une position. Il ne faut juste pas se tromper. Parce que je vais en faire un déplacement de télescope, comme moi, c'est la collimation qui s'en va. J'y touche pas, il est collé toujours à la même place. La collimation va monter tantôt, j'y touche plus. Puis à droite, le bouton noir en haut à droite, c'est pour choisir parmi 6 vitesses. Tu sais, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les menus, là, choisir des vitesses, tourner le bouton, tic, 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 vite, là. Il y a 6 vitesses pour bouger le télescope ou faire la collimation. Il y a d'autres boutons qui restent, j'en ai trop, là, je ne les ai pas encore définis, même si jamais je décide de faire autre chose. Bon, tout allait bien, j'ai sorti le télescope, ça marche, le monture fonctionne. Et là, j'ai trouvé des indices qu'il y avait un petit problème dans l'optique. Mais ça aussi, ça se répare. Là, tu n'as pas besoin d'avoir nécessairement des connaissances en électronique. C'est que j'avais remarqué que quand je visais le même objet avec le télescope et la lunette guide qui était au-dessus, centrée les 2 mêmes objets, les 2 tubes étaient croches. Il y avait à peu près, en dessous du tube guideur, il y a à peu près 3-4 mm de différence. Tu vois, quoi, là, il y a un problème, là, on dirait que la mémoire, l'axe optique dans le tube n'est pas parallèle au tube lui-même, il y a sûrement un problème. Mais j'avais pire que ça. C'est que quand je venais pour faire le foyer avec la caméra CCD, le foyer n'était pas le même partout. Quand je faisais le foyer dans un coin, c'était flou dans le coin opposé. Puis quand je mettais le foyer dans le coin opposé, ça devenait flou dans l'autre coin. Bien, ça, c'est que là, il y a quelque chose de pas correct dans l'alignement du télescope. OK? Donc, je ne sais pas qui a fait ça. Là.
Sur le télescope, quand je l'ai acheté, là, il y avait tous des X, tester. OK? Je me suis dit, bon, de toute façon, là, avec les tubes, là, avec l'électronique, j'ai lu que Mick disait, si vous touchez au circuit, vous annulez la garantie. OK? Mais de toute façon, pointer la garantie de Mick, là, je ne sais pas, ça ne peut peut-être pas dire grand-chose. Bon. Donc, ce que j'ai fait un banc de test. J'ai mis un fil croisé, j'ai enlevé la lampe correctrice avec le miroir secondaire. J'ai fait un fil croisé qui se croise exactement au milieu de l'axe optique, c'est-à-dire au milieu du miroir secondaire. De l'autre côté du tube, à la place de l'oculaire, j'ai fait un petit trou. Donc, on peut mettre l'œil là, puis regarder à travers le fil croisé et viser une ligne. Et ce que j'ai fait, j'ai visé la petite lumière qui est au centre de la ligne avec ce système-là. Puis j'ai placé la ligne au rayon de courbure. Bon, c'est un miroir sphérique. Au rayon de courbure, ça forme une image de l'objet et de la lumière, une image nette. Si ça avait été aligné, l'image aurait dû se produire exactement par-dessus la petite lumière. Mais regardez, l'image se produisait à 20 mm à côté. Donc, je venais de comprendre pourquoi j'étais obligé de crocher ma caméra CCD pour avoir des images nettes partout. Ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, bon, j'ai pas été à garantie encore. Défaire le miroir. On voit le miroir, ben, c'est un bon concept. Le miroir, il est solide, hein? Il est attaché de façon solide, mais il est accroché. Donc, en mettant des petits espaces, des petits casquettes, je vais remonter jusqu'à temps que la réflexion se produise par-dessus la lumière. Et depuis ce temps-là, c'est beau. J'obtiens des images parfaitement nettes. Ce foyer en même temps au centre que dans les quatre coins. Et les étoiles sont bien rondes, donc il n'y a pas de couronne. L'optique est bonne. J'ai été chanceux au moins pour ça. Est-ce que c'était un télescope? C'était un télescope en démo. Oh. Qui avait, je ne sais pas, là, mais je l'avais eu pour un bon prix. Ça. Ouais, mais j'ai dû l'acheter, puis si j'avais un gros, je l'ai réparé. Combien d'années d'équateur? Non, ça n'a pas été si pire. Je l'ai acheté en automne, et puis l'hiver, rendu à l'été, il était correct. Il y a une autre chose aussi, c'est que ce télescope-là, on fait le foyer en déplaçant la lampe et le miroir secondaire. C'est que ce qui arrive, c'est qu'il y avait des risques que ça défasse la collimation en même temps, si jamais les trois moteurs ne tournaient pas en même pièce. Et il y a aussi que cette manière-là de faire le foyer, je trouve que c'est trop sensible. Vous savez que quand vous déplacez un miroir, puis vous avez une source, l'image de la source va se déplacer 2 fois plus vite que le miroir. Il n'y a pas rien que ça. C'est que ce miroir-là, en plus, il amplifie la focale du miroir primaire qui est F2, qui donne F8. Il amplifie 4 fois. Donc, imaginez que vous déplacez un petit peu le miroir secondaire, le foyer va se déplacer beaucoup, beaucoup plus. Donc, c'est trop sensible. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas toucher. Une fois que la collimation est faite, je ne touche plus. Je ne fais plus de foyer avec ça. Et j'ai acheté un porte-oculaire Moonlight de bonne qualité, un Curlifer, avec un petit moteur continu. Ça vient initialement avec une petite boîte, vous baissez ses pitons, faites le focus, puis un autre bouton pour régler la vitesse. Mais ça, je n'ai pas pu utiliser ça parce que quand je fais mon focus, évidemment, je ne suis pas à côté du télescope, j'observe à partir de la maison. C'est contrôlé à distance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé le moteur continu en moteur cerveau, tout simplement en ajoutant à gauche là, un encodeur optique de iOS digital à la place du bouton, sur l'axe du moteur. Et ça fonctionne très bien tout ce temps-là. Je suis capable de faire des beaux foyers. Donc, en plus de ça, c'est compatible avec le reste des autres circuits. Ça fonctionne avec le même réseau RS485 qui relie tous les circuits ensemble. Et ici, on voit là, sur le télescope, on voit un encodeur optique là, et le moteur sur l'autre côté.
Là, il n'y a pas la caméra, c'est un oculaire. C'est juste là pour faire du poids. Parce qu'en réalité, je n'observe pas beaucoup à ça ici, là, comme je disais tantôt, c'est du terrain ici. Là. On ne voit pas grand-chose. C'est mieux de prendre des images CCD. Bon, mes logiciels utilisés pour préparer mes soirées d'imagerie CCD, avant de commencer, j'utilise mon logiciel. J'ai fait un petit quelques années, j'ai fait un petit logiciel de chez Lix. J'ai autant de fun à faire des choses et les utiliser moi-même que finalement d'obtenir les résultats. J'utilise aussi les images du DSS, du Digital Sky Survey, parce que pour savoir, mettons, à peu près qu'est-ce que ça va donner d'avance. Si je choisis, mettons, le champ des images, qui est à peu près le même champ que le champ, mettons, de mon capteur, à peu près 30 par 30 minutes par 20 minutes. Pour prendre des images, j'utilise Shelix pour faire des go-to et des syncs. Le logiciel ACX Control, qui est un logiciel que j'ai programmé pour contrôler justement ce nouveau type de circuit électronique-là. Ça remplace ASCOM, disons, pour ceux qui. CCDA, c'est le logiciel qui contrôle la caméra SP, SP8300. PHD Guiding qui contrôle la StarShoot Auto Guiding pour faire l'auto-guidage. TeamViewer pour contrôler à distance à partir de la maison. Pour traiter les images CCD, ensuite j'utilise Pixelsight et un peu Photoshop. Et puis pour publier mes images CCD sur mon site internet, j'utilise WYSIWYG Web Editor, puis Fight, là. En plus de ça, ben, mes images, quand elles sont les plus belles, là, la mienne, là, je les mets sur le site d'attaque. Bon. En plus de ça, ben, la première chose que, mettons qu'il fait beau, là, la nuit du 27 septembre, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais essayer de photographier cette nuit-là? Ben, dans Shelix, il y a un outil qui permet de voir d'avance quels sont les endroits. C'est des courbes qui montrent les latitudes au-dessus de l'horizon de différents objets. Par exemple, ici, les planètes du système solaire, un autre objet choisi. Bon. On peut voir que le ciel est noir, là, on voit en haut, mais c'est pas tellement visible, là, parce que c'est mieux dans l'ordinateur. Bon, vous voyez que, mettons, que le soir, entre 21h et puis 1h du matin, c'est assez noir, ça pourrait être le moment de prendre des photos. Et en bas, ce qui est intéressant, c'est que j'ai ajouté l'heure sidérale. Simplement à cause que l'heure sidérale, c'est égal à l'ascension droite des objets qui passent au méridien. Mettons que quand il est 21h heure sidérale, c'est parce que les objets dont l'ascension droite est égale à 21h sont à leur meilleure position pour être photographiés. Ils sont au sud, là, juste au-dessus. Alors, plus haut. Donc, si vous regardez en bas des habits, les heures sidérales correspondent aux endroits noirs du ciel. Maintenant, ça serait pas mal entre 21h et 0h heure sidérale. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'aille chercher des objets qui sont dans l'ascension droite 21h et 24h. Et dans le Shelix, ben, je vais avoir un catalogue des objets du ciel profond. Et je vais choisir, mettons, je vais photographier une nébuleuse diffuse à l'émission. Donc, je choisis d'afficher un tab des nébuleuses diffuses. Là, dans les filtres, je mets entre 21h et 23,99h. Je mets la déclinaison de moins 10, qui est pas mal le plus bas que je peux observer chez moi, puis plus 70. Et j'obtiens une table de 17 objets qui correspondent à ceci. Donc, on voit ici le IC 1396 que j'aurais pu choisir. Mais le problème, c'est que son diamètre, c'est 150 par 130. C'est beaucoup plus que le diamètre de mon capteur, ça ne rentre pas dedans. Mais j'aurais pu en prendre des petits coins, la trompe d'éléphant, que l'éléphant de faire un jour, que d'autres ont fait. Il y en a d'autres aussi, la nébuleuse du cocon. Mais moi, j'ai choisi le numéro 11, NGC 7380, qui mesure 25 par 20 et qui, les propriétés, on dit que c'est assez brillant. Et la ligne rouge, justement, en retournant dans le Shelix, je choisis cet objet-là comme objet cible. Et le T en haut indique à quelle heure il passe au méridien, à 23h15, heure d'été. Donc, je dis, moi, comme j'ai à peu près 2 heures avant et 2 heures après, je vais pouvoir commencer à photographier vers 9h15 du soir, finir à 1h du matin, je suis correct.
Puis là, je suis allé sur le DSS pour ma photo, je suis allé sur le DSS pour voir, essayer de cadrer, voir si c'est une nébuleuse d'avance. Ça donne pas mal la même chose que je peux obtenir. Je vais aller voir d'avance si je serais capable d'obtenir cet objet-là. C'est pas un objet tellement connu, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est un bel objet, assez brillant. Ça s'appelle la nébuleuse du sorcier. Et puis dans le Chélix, ben là, je me fais mes cadrages. En vert, celui qui est entouré de vert, c'est le cadrage de la caméra principale. Celui qui est entouré de bleu, c'est le cadrage de la caméra guide là, dans Starshot. Il est un petit peu décalé, c'est parce que je voulais mettre dedans l'étoile guide la plus brillante, qui est un petit peu vers le haut, là, à gauche. Donc, ça va rentrer dans mon capteur. Et pour ça, ben, dans le Chélix, il y a un dialogue qui permet de choisir quel genre de champ visuel. Là. Ça peut être un télescope avec oculaire, un CCD, un appareil photo, n'importe quoi. Donc, vous choisissez ça. Puis vous mettez la bonne distance focale de votre instrument, 2000 mm, et vous choisissez le modèle de caméra. Donc, SB, SP 8300. Et automatiquement, ça donne le nombre de pixels, la dimension des pixels, 5,4 micromètres. Et ça calcule la dimension de la matrice, ben, 17 par 13, 17,9, ça fait quasiment 18 mm par 13,5. Et avec la distance focale, mais ça calcule le champ en minutes d'acte, 30 par 23. Et on peut à la main changer de pénible. Moi, j'ai mis 2 par 2. Donc, ça me donne un échantillonnage de 1,11 secondes d'acte. Donc, c'est correct. C'est comme un compromis, disons, entre le nombre de pixels total là, pour avoir des images trop grosses dans la mémoire. Puis de l'autre côté, c'est pour le guitare. Là, vous choisissez la distance focale de votre télescope guide. Moi, c'est 600 mm. Vous choisissez la caméra guide. Et vous choisissez le déplacement en X. Ça, j'ai mis 0,5 mm pour que l'étoile guide rentre. Vous déplacez plus tard, autrement dit, c'est parce que ça marche pour différents modèles. Le modèle que j'ai, moi, c'est un modèle où vous pouvez tasser votre caméra en XY. Et c'est parce que j'ai justement un appareil, un Cassine XY. Juste en tournant les petits boutons, on peut déplacer le champ. C'est très pratique, ça, parce que avec ça, si vous avez un viseur qui est sur le télescope, il y en a qui font ça en dévissant des vis, en tassant. Ça, c'est risqué parce que ça peut faire des flexions. Tandis que moi, avec ça, j'ai la possibilité d'attacher très, très solidement mon télescope guide sur le tube principal. Et ça fonctionne très bien, ce petit visuel-là. C'est fabriqué par Orion. Bon. Mes sessions d'observation, première chose, je vais aller vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. J'ouvre l'observatoire, mettons que avant de prendre des photos, il faut que j'aille dehors. Il y a un ordinateur portable dehors, puis je vais observer ensuite à partir d'un ordinateur de bureau dans ma maison qui est connecté avec l'ordinateur dehors, avec le fil qui passe en dessous du gazon. Donc, j'ouvre l'observatoire, j'emporte la caméra, je m'installe les instruments, je fais des raccords USB, je démarre les logiciels qui sont dans l'ordinateur portable, je vérifie le foyer sur l'autoguidage parce que là, il n'y a pas de moteur. Quand je vais retourner dans la maison, là, je ne peux plus faire le foyer. Donc, mon foyer, je le vérifie à chaque fois. Là, à l'ordinateur, je fais un go-to puis un signe. Non, avant, je fais un alignement sur une seule étoile guide. Je n'ai pas besoin de 3 étoiles guides parce que j'ai un télescope fixe dans un observatoire, c'est bien assez. Mais plus tard, je fais un go-to puis un signe sur l'objet à photographier. Je vérifie rapidement que je vais faire quelque chose. Sinon, je vais changer de ça, pas le temps de changer d'objet. Et je démarre TeamViewer sur le portable, puis je prends le code en note. C'est que TeamViewer, il y a un code à 4 chiffres, OK? Pour permettre, on donne le code à l'autre personne qui a un autre ordinateur pour permettre de prendre le contrôle de mon ordinateur. Ça fait que, maintenant, le code, c'est 3247. 3247. Bon. Ça fait que, quand je vais rentrer dans la maison, j'écris 3247, j'ouvre un autre TeamViewer dans la maison, puis là, les deux ordinateurs vont connecter ensemble avec le bon code. Bon, là, la première chose, j'ouvre l'observatoire. Vous voyez, déplace, on voit la capote qui dépasse à gauche, les panneaux.
pour pouvoir cacher la pollution lumineuse locale, là, les lumières des voisins, les lumières de la rue. Et puis, c'est pas si long que ça à poser. J'ai été quand même chronométré là, par Marc-André Gendron, là, 42 secondes. C'est pas si pire, on ne perd pas trop de temps. On installe la caméra, okay, et avec la roue à filtre, et on vérifie le contrepoids, le chauffage, anti-PV, etc. Et ici, ben, il y a le câblage, ça c'est un diagramme du câblage. L'ordinateur dans la maison est relié avec, ben, il y aurait ajouté ici un routeur entre les deux, là, que je n'ai pas mis. Il y a un câble souterrain. Il y a un USB. En fin de compte, c'est intéressant parce que mon ordinateur portable que je rentre dans l'observatoire à chaque fois, j'ai juste 2 fils connectés dessus. Hein? Il y a l'alimentation, 3 fils. L'alimentation, le réseau, puis le USB. Le reste est toujours connecté, à part peut-être la caméra principale, sur laquelle j'ai 2 fils à connecter. Il y a l'autoguidage. Non, l'autoguidage, c'est le télescope. Mais disons le USB, puis l'alimentation. Quand tout ça c'est fini, je retourne dans la maison avec mon code, là, que je me répétais pour ne pas me tromper. C'était arrivé dans la maison, bon, on est posé, n'oublie pas d'enlever tes potes et tout, là. Fait que c'est oui, nous. Fait que, en plus de ça, bon, des fois, on garde notre petit-fils, là, fait que quand on rentre, papy, raconte l'histoire avant de dos. Ouais. Dis, ben, à soir, c'est Vanny qui va raconter. La prochaine fois, papy va en raconter 2. Bon. Ah, bon, fait que là, je m'en vais. Papy s'en va jouer avec ses jouets. Fait que je descends en bas, je vais monter le viewer. Bon, avec ça, j'ai oublié mon code. Ouais, c'est ça. On retourne dehors, on va voir le code. Bon, là, je fais mes images de 3 heures. Un peu plus tard, à la fin de la soirée, je retourne dans l'observatoire. Bon, je défais tout, j'éteins tout. Le lendemain, les jours suivants, c'est ça qui est plus long. Traitement d'image, plusieurs jours. Bon, c'est là que Claire m'a dit, ben, t'as bien mieux en synthétisme, hein, t'envoyais tes photos chez Directif, ça t'en revenait de rien en faire. Ah oui. Les sorties, elles sont bien meilleures maintenant. Ça, c'est des images que je vois de la maison. J'ai 5 logiciels ouverts en même temps. À part de TeamViewer, j'ai PHP Guided, CCTOps, Chelix, puis le logiciel que j'ai programmé pour contrôler les moteurs. J'utilise des fils à vendre, beaucoup à vendre étoile pour faire des photos, parce que les fils à vendre étoile laissent passer, disons, seulement la lumière. Les nébuleuses à émission émettent seulement dans quelques longueurs d'onde précises. Donc, on peut couper toutes les autres longueurs d'onde de lumière qui ne s'aident pas. Et les fils astrodome, ils coupent quasiment 100 000 fois, c'est-à-dire qu'ils passent 100 millions de la lumière là, en dehors des ondes là, qui de 5 nanomètres là, de large, qui laissent passer les raies H-alpha, O3, S2. Donc j'ai 8 fils, et H-alpha, O3, S2, j'ai les 3 fils de couleur fait du RGB, le fil light et le fil clear. Ici, c'est M27 avec les 6 fils. On voit, regardez à chaque fois par rapport au rouge, c'est dans les mêmes couleurs, à chaque fois c'est dans le rouge, mais on voit qu'il y a beaucoup plus de lumière, moins d'étoiles par exemple, parce que les étoiles émettent dans toutes les longueurs d'onde, donc ça coûte plus, tandis qu'en rouge, on voit beaucoup moins la nébuleuse, mais on voit plus les étoiles. Ici, c'est une image combinée de ces fils-là, tous mis ensemble. Ici, c'est la nébuleuse du voile en H-alpha et O3. Ouais, c'est moins beau que sur l'ordinateur, mais disons que l'optique est quand même bonne parce que les étoiles sont vraiment des petits points. Là, ça a valu la peine de passer quelques mois à réparer tout. Ici, ben, j'ai ma fameuse nébuleuse 7380, 8 heures de pause, 8 heures et quelques. Ici, c'est H-alpha est mis en rouge, O3, attendez, H-alpha en rouge, oui. O3 en bleu et S2 en vert. C'est pas la palette de Hubble, mais j'aime ça les couleurs ici. Là, le fait de mettre du S2 en vert, ça fait comme du jaune. Tu sais, du jaune, c'est jaune. Hein? Donc, ça fait la couleur du souffle. Les étoiles aussi sont pas mauves,
comme la palette de Hubble, qui ont des couleurs peut-être un petit peu plus naturelles. Bon, d'autres objets aussi dans la RGB. N'oubliez pas, là, c'est comme si on prenait des photos ici dehors à côté. Là. Ça, c'est évidemment un 13. Les avoir ouverts, ça va bien parce que c'est des étoiles qui sont très lumineuses par rapport au fond du ciel. Donc, on n'a pas trop de misère à photographier ça, même en ville, malgré la pollution lumineuse. Les nébuleuses planétaires aussi, ça va assez bien parce que c'est des objets petits, mais enfin, celle-là, c'est la plus grosse, mais pas la plus grosse, il y en a des plus grosses, mais c'est des objets relativement brillants. Donc, le signal par rapport au fond du ciel ou au bruit là, causé par la pollution lumineuse, ça me sort mieux. Ici, ben, ce qui est plus difficile à photographier, évidemment, c'est des images RGB, des galaxies, parce que là, vous ne pouvez pas prendre du H1 et prenez des filtres à bordage. Laissez passer donc beaucoup plus de pollution. Donc, ça prend plus de traitement avec des logiciels comme PixInsight. Et j'ai essayé aussi pas du planétaire, là. J'ai pas beaucoup réussi encore le planétaire. Mais les étoiles d'eau, c'est quand même pas pire. Regardez, les petites étoiles d'eau là-dessus, là, très serrées comme Epsilon, la livre, là. Epsilon 1, Epsilon 2, là, la deuxième rangée. On voit très très bien l'espace noir entre les étoiles, c'est séparé de 2 secondes d'axe. Donc, on voit quand même que j'ai pas été trop malchanceux de ce côté-là. L'optique, peut-être le télescope a été monté à la bouche, mais au moins l'optique a été faite correctement. Et finalement, on peut aussi de temps en temps avoir des surprises. Ça a changé la dernière. J'ai voulu photographier l'M57 cet été, au mois d'août et au début de septembre, et je me suis aperçu que j'ai pris trois soirs de photos, le 5 août, le 10 août et le 4 septembre. Je me suis aperçu qu'apprenant, mais bon, le 5 août, c'était la luminance. La même chose pour la dernière, le 4 septembre. Entre les deux, j'ai pris les 3 images rouge, vert, bleu. Puis en les combinant, je me suis aperçu en regardant ça qu'il y a un petit point sur la nébuleuse, enfin la galaxie IC 1296. C'est une supernova dans la galaxie. Je me suis adonné par hasard. Si, mettons, j'ai pris une photo, puis là, de 8, la date où a été découverte, j'aurais peut-être eu mon nom dans le but, là, mais en tout cas. Juste avant et juste après. Vous voyez, la première, l'étoile n'est pas là, la deuxième, on la voit, puis plus tard, un mois plus tard, au mois de septembre, elle est encore là. Et c'est tout. Donc, ça donne une idée de ce qu'on peut faire quand on a de la persévérance. Mais aussi, je veux juste dire que ce n'est pas une ode à la pollution lumineuse. Il ne faut pas dire que la pollution lumineuse, là, c'est pas important. C'est sûr que si j'avais eu, avec mon même équipement, un ciel correct, je pense que, surtout pour des objets comme des nébuleuses, j'aurais eu moins de misère. Parce que la M33 qui est ici en bas, j'ai sué pas mal. Ça a pris pas mal de PixInsight, de tricard, mais pas de tricard, mais jouer avec PixInsight pour finalement enlever là, les gradients. Les gradients, c'est ça qui est pire quand on a un ciel pollué. Là. Vous avez un côté de la photo qui est d'une couleur, l'autre côté qui est d'autre couleur, là, le ciel, là, puis qui est plus brillant. Ça, c'est plus difficile. Mais PixInsight, c'est un très bon logiciel. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. Merci beaucoup.